Alors, quelle fin connaît le califat abbasside? On peut dire qu'il a connu plusieurs fins, hein, puisque là, j'ai parlé essentiellement de ce qu'on considère un petit peu comme l'âge d'or abbasside, même si l'âge d'or est une notion que les historiens n'aiment pas trop. Mais disons qu'assez rapidement, à partir de la deuxième partie du IXe siècle, les califes abbassides perdent une grande partie de leur pouvoir au profit de leurs élites militaires, en partie des fameux mamelouks, ces esclaves militaires qui composent de plus en plus une grande partie de leur armée. Les califes se voient dépossédés de leur pouvoir à plusieurs reprises. Ils sont mis sous tutelle par deux dynasties successives. Une dynastie, dans un premier temps, qui est une dynastie chiite venue d'Iran, les Bouyides, qui vont conserver cette tutelle sur le califat abbasside du milieu du Xe au milieu du XIe siècle. Après quoi, ils sont chassés par une autre dynastie qui, elle, n'est pas iranienne mais turque, et n'est pas chiite mais sunnite. C'est la dynastie des Seldjoukides, qui prend le pouvoir au milieu du XIe siècle à Bagdad, dynastie sunnite, mais qui établit exactement le même type de tutelle sur le califat. Donc quand je parle de tutelle, cela veut dire que le calife n'a plus d'armée, n'a plus de contrôle sur ses revenus fiscaux. Ce sont les Bouyides, puis les Seldjoukides, qui, bénéficient des rentrées fiscales et qui mènent une armée. Donc le calife ne peut plus non plus avoir, disons, de politique extérieure, si on veut, à part de façon, enfin, il peut conserver une diplomatie qui est une diplomatie, on va dire, de surface, mais la véritable politique est faite par les dynasties qui l'ont mis sous tutelle, Bouyides puis Seldjoukides. À la fin du XIIe siècle, tout au cours du XIIe siècle, on assiste à un phénomène de redressement califal, où peu à peu les califes abbassides de ce siècle retrouvent leur pouvoir, le droit d'avoir une armée, une administration assez développée autour d'eux, puis un contrôle sur leurs revenus fiscaux et sur leur territoire, au détriment des Seldjoukides. Ce redressement culmine à la fin du XIIe siècle sous le règne du calife El-Nasir, qui règne au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. Mais assez vite, les califes abbassides sont confrontés à une nouvelle menace, à nouveau venue d'Orient, d'Asie centrale. C'est la menace des Mongols, qui, comme leurs prédécesseurs Bouyides ou Seldjoukides, vont prendre le pouvoir par la force à Bagdad, à la différence que les Mongols à cette époque-là ne sont pas musulmans, et ils choisissent de mettre fin au califat de Bagdad en mettant à mort le dernier calife abbasside de Bagdad en 1258, qui est une date très importante dans l'histoire de la région. Est-ce que la fin du califat abbasside signifie la fin, disons, de l'hégémonie politique et intellectuelle arabe dans le monde musulman? Alors, on a beaucoup dit effectivement qu'à partir du Xe siècle, et c'est un fait, de nombreuses dynasties non arabes voient le jour dans l'empire islamique. Ça n'est pas en soi un facteur d'appauvrissement culturel ou de décadence culturelle. Au contraire, ce sont des dynasties qui souvent s'entourent de savants, fondent des petites capitales régionales très actives, sont les mécènes des arts et notamment des arts architecturaux, hein, un peu pour laisser une trace dans l'histoire et dans le paysage. Ils financent la construction de très beaux édifices, des mosquées, des madrasas ou d'autres types de monuments. Ils apportent aussi un élément de diversité culturelle qui est tout à fait intéressant, qui est tout à fait crucial, on va dire, dans l'histoire intellectuelle de la région. Et puis, pendant assez longtemps, ces dynasties non arabes conservent l'arabe comme langue de culture. C'est-à-dire même à la cour de souverains qui sont iraniens ou bien turcs,
L'arabe reste longtemps et la langue administrative et la langue de culture. Ce n'est que vers la fin du Moyen-Âge qu'elle sera progressivement, non pas totalement détrônée, mais qu'on verra apparaître aux côtés de l'arabe. Le persan, qu'on avait cessé d'écrire pendant quelques siècles, qu'on se remet à écrire à partir des 10e, 11e siècles dans les parties orientales de l'Empire islamique, et qui devient au XIe, XIIe siècle et après, une langue très importante, administrative d'abord, et langue de culture également, dans un deuxième temps, enfin dans un deuxième temps non, langue de culture autant que langue administrative. Puis ce sera le turc à une période encore un peu plus tardive. Donc pour conclure, on peut rappeler que le règne des califes abbassides représente vraiment la période centrale de l'histoire de l'empire arabo-musulman médiéval. 5 siècles d'histoire, c'est une dynastie très longue, hein, ce qui prouve, disons, la résilience au moins de ces institutions, même à ces périodes de mise sous tutelle par des dynasties extérieures. La dynastie abbasside reste aujourd'hui dans le monde arabo-musulman une référence extrêmement importante, peut-être un peu comme les Carolingiens pour l'histoire de France ou les Capétiens. C'est une période fondatrice au niveau politique, institutionnel, mais aussi religieux et culturel et intellectuel. Et ça reste l'une des dynasties, on va dire, peut-être les plus enseignées de façon assez consensuelle, au moins dans le monde sunnite, avec une vision d'ailleurs qui peut avoir tendance à lisser un petit peu aussi certains événements. On est quand même au Moyen-Âge, donc une période aussi avec de très nombreuses guerres, une prégnance voilà, disons des aspects militaires et guerriers, y compris dans la vie quotidienne de tous, des grandes inégalités sociales, l'esclavage qui est extrêmement répandu, etc. Mais disons qu'aujourd'hui, la relecture qui est faite de l'époque abbasside met plutôt l'accent sur les conquêtes, on va dire, intellectuelles, le développement culturel et politique de l'époque.